Bonjour à tous, comme vous le savez, ce lundi on n'a pas eu cours, c'est pour ça que je vous fais cours en distanciel. Alors, on va aujourd'hui là terminer le chapitre, puisqu'on avait quasiment fini, il ne restait plus qu'un point important à prendre, à faire. Et attention, du coup, à l'issue de cette séance, il y aura deux choses à bien faire. Donc, déjà, vous aurez un exercice à me faire et à me rendre à distance. C'est pour ça, regardez bien la vidéo jusqu'au bout, parce que c'est là que je donne les consignes. De toute façon, je vous ai aussi envoyé les consignes dans le mail, et vous pouvez sur le NT, vous pouvez retrouver tout sur le NT, mais je vous détaille un petit peu pour vous expliquer. Globalement, en fait, c'est la synthèse que je vous ai distribuée déjà, parce que je vous ai déjà distribué les documents, qu'il va falloir me remplir en ligne, et vous avez pour ça jusqu'au 30 octobre, donc jusqu'à la fin du mois, remplir la synthèse sur le site de la cuisinière en ligne, donc je vous dirai à la fin, et puis que je puisse vous envoyer la correction pour que vous puissiez réviser dans de bonnes conditions, puisque le lundi de la rentrée, on se retrouvera, il y aura une évaluation sur tout le chapitre. C'est pour ça que là, c'est important qu'on clôture bien le chapitre ensemble. Donc, petit rappel de là où on en était, là on s'était quitté la semaine dernière, on est dans notre grand 2, qu'est-ce qu'une science, enfin comment faire des sciences économiques et sociales. On avait vu la démarche scientifique et on avait montré voilà, le grand schéma bilan en montrant que en sciences, les scientifiques ils doivent commencer par élaborer des concepts, des choses précises, et à partir de ces concepts faire des hypothèses qui leur font des résultats théoriques, des prédictions qu'ils essayent de faire avec cette hypothèse. Et ensuite, cette hypothèse, ils doivent la confronter au réel, c'est-à-dire qu'ils doivent aller chercher dans le monde réel des données, des vraies données, grâce à l'observation, grâce au questionnaire, grâce au sondage, et grâce aux entretiens, évidemment. Et à partir de là, on confronte si les données qu'on a récoltées dans le monde réel, elles correspondent aux hypothèses qu'on avait fait dans notre modèle. Là, soit les données concordent, et du coup, on peut garder notre hypothèse pour le moment, soit les données ne concordent pas avec les hypothèses, et dans ce cas-là, on rejette l'hypothèse, on fait une nouvelle hypothèse et on recommence tout. D'accord ? Donc on avait fait les exercices d'application, et à la suite de ça, on était passé au grand B, distinguer corrélation et causalité, et on avait bien fait la différence entre justement une corrélation entre deux variables, c'est-à-dire simplement le fait que deux variables évoluent en même temps, bougent en même temps, c'est-à-dire que l'une augmente quand l'autre augmente, ou l'une baisse quand l'autre baisse, ça c'est la corrélation positive, ou à l'inverse, que l'une augmente quand l'autre baisse, ça c'est la corrélation négative. On avait montré à l'issue de cela qu'il y avait en fait trois choses qui pouvaient expliquer une corrélation entre deux variables, soit qu'il y avait bien une relation de causalité entre ces variables-là, c'est-à-dire qu'il y a la variable 1 qui cause la variable 2, par exemple, on avait donné plein d'exemples, mais la taille d'un individu est une cause de son poids, c'est bien si on est plus grand, on va peser plus lourd, donc il y a bien une relation de causalité entre la taille et le poids, c'est la taille qui cause le poids. Et on voit bien que la relation de causalité elle va dans un sens, c'est pas le poids qui cause la taille, l'inverse n'est pas vrai, c'est bien la taille qui cause le poids. Évidemment, la cause n'est pas unique, le poids c'est pas que la taille qui le détermine, mais c'est un déterminant important. Deuxième chose qui peut expliquer une corrélation, c'est une variable cachée, c'est-à-dire en fait que les deux variables qu'on étudie ne soient pas, que l'une ne soit pas la cause de l'autre, mais qu'en fait elles soient bien toutes les deux causées par une troisième variable, qu'on appelle une variable cachée ou un facteur de confusion. Et là on avait vu par exemple que c'était pas le chocolat qui permettait de rendre intelligent et d'avoir des prix Nobel, mais qu'en fait c'était la richesse du pays qui causait à la fois le fait d'avoir plus de prix Nobel et aussi qui provoquait une plus grande consommation de chocolat. On avait vu aussi, par exemple, que la densité de population expliquait à la fois les foyers d'épidémie de Covid-19 et les implantations d'antennes 5G. Évidemment, ce n'était pas les antennes 5G qui donnaient le coronavirus. Et enfin, troisième variable, troisième explication, on avait vu qu'aussi, il était possible que deux variables soient corrélées par hasard, que ce soit une pure coïncidence, il se trouve que deux variables évoluent en même temps. Donc ça, pour le coup, il y a plusieurs exemples. On avait vu les exemples de le fait de manger du fromage ou de mourir étouffé dans ses draps. Il y en a plein. Pour le coup, le navigateur du monde donne plein d'exemples de ces corrélations absurde, et je vous invite à le regarder si ça vous intéresse. On avait fait à la suite de ça un exercice d'application où on avait montré que pour chacune des corrélations, on pouvait noter une corrélation, une causalité ou une variable manquante, donc une variable cachée, et on avait corrigé ça. On s'était arrêté donc ici, et justement, on en est donc à l'exercice méthode, l'exercice d'application, où là, on va en profiter pour réutiliser un petit peu ce qu'on a appris sur les différentes variables, mais on va l'utiliser en particulier pour
déjà étudier un cas concret et étudier comment enfin, regarder comment on étudie un graphique, puisque c'est des choses qu'on va faire beaucoup en sciences économiques et sociales, pouvoir avoir des vraies données, des graphiques, des choses comme ça, et ne pas oublier les erreurs, enfin ne pas faire les erreurs à ne pas commettre. Donc là, vous avez le document 3, je vous l'affiche ici, comme ça vous avez les couleurs, où on voit l'évolution de la part de fumeurs quotidiens en France selon le diplôme, et on voit qu'on a une ligne sans diplôme, une ligne en rouge inférieure au bac, une ligne avec le diplôme du baccalauréat, et une ligne supérieure au baccalauréat. Donc attention, hein, là on n'a pas une population, on n'a pas une population de jeunes, notamment, là c'est plutôt des populations d'adultes de 15 ans ou plus, c'est-à-dire que les personnes qui sont sans diplôme, qui n'ont pas de diplôme même inférieur au bac, ce ne seront pas des élèves qui sont à l'école primaire ou au collège. Heureusement, hein, puisqu'on est en train d'étudier les gens qui fument quotidiennement. Donc non, c'est des personnes qui ont 40, 50 ans par exemple, hein, mais qui ont quitté le système scolaire avant d'obtenir un diplôme. Sans diplôme, ça veut dire même sans le BEPC, donc sans le brevet des collèges, qui lui serait dans la catégorie diplôme inférieur au bac. Alors la première question, on vous demande de lire le chiffre entouré. Alors évidemment, je ne peux pas vous le corriger, enfin vous le faire à distance et regarder comment vous en sentez. Donc évidemment, on va le faire ensemble, mais soyez bien attentifs parce que justement sur ce type d'exercice-là, il va y avoir des exigences particulières et qui sont importantes. Il est important pour vous que vous les compreniez. Donc, lire le chiffre entouré, ça ne veut pas juste dire le lire, ça veut dire faire une phrase avec. Et c'est très important quand on a des pourcentages en sciences économiques et sociales. C'est important de bien être capable d'exprimer les pourcentages, d'exprimer ce que ça veut dire et de faire une phrase complète en français qui en exprime le sens. L'idée, c'est que, en fait, la personne, si quelqu'un lit votre phrase, il faut que la personne soit capable de comprendre ce que vous avez écrit, ce que vous avez dit, même s'il n'a pas le graphique sous les yeux. Donc il faut que votre phrase ait quand même du sens en français. Donc là, il faut une phrase qui utilise ce 38,9. Avant qu'on corrige ensemble, je vous invite quand même à faire pause et essayer de le faire, même si vous ne l'écrivez pas sur votre cahier, dans votre tête, essayez de vous dire quelle phrase je ferai avec ce 38,9% qui concerne visiblement voilà, la ligne des sans diplômes. Prenez quelques secondes pour essayer de faire ça, puis après on le fait ensemble. Alors, là, ce qu'on peut dire, la phrase qu'on peut faire ici, donc déjà, ce qui est important, c'est qu'on n'oublie pas tout ce qu'on appelle les données contextuelles, c'est-à-dire la source, le lieu, la date. Donc là, la date, on est en 2016, le lieu, c'est la France, et la source, c'est le baromètre de Santé publique France. Donc on commence par ces éléments-là, comme ça, on ne les oublie pas. D'après Santé publique France, en 2016, en France, et maintenant, donc la phrase qu'on peut faire, c'est on est en train d'étudier les 100 diplômes qui sont fumeurs quotidiens, donc c'est 38,9% des personnes qui n'ont pas de diplôme sont des fumeurs quotidiens. J'attire votre attention sur le fait que très souvent, ici, les élèves se trompent, en gros confondent l'ensemble et le sous-ensemble. Si par exemple dans votre tête vous vous étiez dit de faire une phrase de type 38,9% des fumeurs quotidiens sont sans diplôme, c'est une erreur très très fréquente, hein, pour le coup la plupart de vos camarades dans les classes de seconde ont fait cette erreur-là. C'est une vraie erreur, c'est-à-dire que la phrase elle aurait été fausse, hein, si vous me l'aviez écrit comme ça. 38,9% des fumeurs quotidiens sont sans diplôme, c'est pas ça. Parce que là vous êtes en train de me confondre l'ensemble et le sous-ensemble. La phrase c'est bien 38,9% des personnes sans diplôme sont des fumeurs quotidiens. Vous voyez ? En gros, quand on fait un pourcentage, ce qu'on étudie c'est... on étudie une population, et à l'intérieur de... Donc ça, c'est l'ensemble, et à l'intérieur de cette population, on définit le sous-ensemble. Par exemple, si j'étudiais la classe, je disais, voilà, parmi les élèves de la classe, il y a, par exemple, 60% de garçons, d'accord ? Donc, la phrase que je pourrais faire, c'est 60% des élèves de la classe, donc 60% de mon ensemble, sont des garçons. On est bien d'accord que c'est pas du tout la même chose de dire 60% des élèves de la classe sont des garçons, ou de dire 60% des garçons sont des élèves de la classe. Et non, ça ne veut pas du tout se dire comme ça. Ça voudrait dire que sur les 100 garçons que j'étudie, il y en a 60 qui sont des élèves de la classe et 40 qui ne sont pas des élèves de la classe, qui sont les élèves d'une autre classe. D'accord ? Donc ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et ici, c'est pareil. Dire 38,9% des fumeurs sont sans diplôme ou 38,9% des personnes sans diplôme sont des fumeurs, c'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est important d'apprendre à le faire. Donc, on le refera, on le reverra, hein, ces choses-là, quand on fera le point méthode sur les pourcentages. Mais je voulais attirer votre attention là-dessus, puisque c'est une erreur qu'on retrouve très fréquemment.
Ensuite, deuxième question, on vous demande quelle corrélation le document fait-il apparaître. Ben là, ce qu'on peut remarquer quand on regarde le niveau de diplôme et les personnes supérieures au bac, c'est qu'on voit que les personnes qui ont un diplôme supérieur au bac, donc par exemple, ça veut dire une licence 1, licence 2, licence 3, master, doctorat, ils sont 21,1% à fumer. On voit que les personnes qui ont un diplôme inférieur au bac ou au niveau du bac, ils sont 29,1% ou 30,3%, donc aux alentours de 30% à fumer. Et à l'inverse, ceux qui n'ont pas de diplôme, ils sont 38,9% à fumer. Donc ça montre bien que, en fait, plus le niveau de bac, le niveau de diplôme est élevé, plus on a fait d'études, plus le niveau de fumeur va être bas. On voit que 21,1% pour ceux qui ont un diplôme supérieur au bac. Et à l'inverse, plus le niveau de diplôme est faible, c'est-à-dire plus on a un faible niveau de diplôme, c'est-à-dire typiquement les sans diplôme, plus la part de fumeurs va être grand. Bon, ça, quand on a une variable qui augmente et l'autre qui diminue, c'est typiquement ce qu'on appelle une corrélation négative. Donc vous pouvez noter que on étudie bien ici une corrélation négative. Plus le niveau d'étude est élevé, plus la part de fumeurs est basse. Ensuite, question 3, on vous demande de périodiser grossièrement l'évolution du tabagisme en France. Donc quand on vous dit que vous avez un tableau comme ça et qu'on vous demande de le périodiser, ça veut dire en gros faire ressortir les grandes périodes qui se dégagent. L'idée c'est, imaginons que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas le tableau sous les yeux, il faut que vous soyez capable de lui dire en 2 phrases, là rapidement, comment ça a évolué. Donc l'idée c'est que là, naturellement sur le tableau, on aurait envie de se dire, on a 4 périodes, 2000-2005, 2005-2010, 2010-2014 et 2014-2016. Et vous imaginez que si on fait cette périodisation-là, c'est-à-dire que si pour chaque période, on décrit à chaque fois chaque évolution pour chaque niveau, vous vous rendez compte le temps que ça va nous prendre. En fait, à écrire tout ça, autant partir photocopier le document et le donner à la personne en face de nous. Donc là, on va essayer d'être efficace et de le périodiser efficacement. Si on regarde bien, en fait, ce document-là, on peut le périodiser en deux périodes. On voit que la première période, ça va être de 2000 à 2005, puisque sur cette période-là, la part de fumeurs dans tous les groupes, elle diminue. Sur toute la population française, que ce soit très diplômé ou peu diplômé, tout le monde, la part de fumeurs diminue chez tout le monde. Et c'est en fait à partir de 2005 qu'on voit que là, va y avoir des situations différentes en fonction du diplôme. Pour ceux qui sont très diplômés, ça va diminuer fortement avant de stagner. Pour ceux qui ne sont pas diplômés du tout, ça va augmenter fortement avant de stagner. Et pour ceux qui ont un diplôme à peu près au niveau du bac ou inférieur, ça va augmenter légèrement, mais pas beaucoup, et après ça va se stabiliser. Du coup, c'est ce qu'on peut dire. Donc, la réponse qu'on attendrait ici, ce serait entre 2000 et 2005, la part de fumeurs dans la population française s'est réduite pour tous les niveaux de diplôme. Et ensuite, deuxième période, entre 2000 et 2016, la part de fumeurs a augmenté de presque 8 points pour les non-diplômés. On est passé de 30 à 38%, donc c'est plus 8 points. Elle s'est stabilisée aux alentours de 30% pour les détenteurs d'un niveau inférieur ou égal au baccalauréat. Donc c'est à peu près ça. Ça augmente jusqu'à à peu près 30%. Et enfin, elle s'est réduite de presque 3 points pour les diplômés du supérieur. On voit qu'effectivement, on est passé de 24% à 21% à peu près, donc c'est moins 3 points. Et voilà, ça suffirait pour ce type de réponse-là. Ensuite, quatrième question, on vous demande de proposer des hypothèses explicatives pour vos observations. Donc là, je vous laisserai prendre des notes. Globalement, ce qui est sorti sur les autres classes, on peut faire plus. Pour le coup, on ne peut pas conclure, puisqu'on n'a pas d'autres données que ça. On a juste la corrélation, donc on a plusieurs choses qui pourraient expliquer ça. Des variables cachées ou des causalités, etc. Ce qui est ressorti avec les autres classes, c'est qu'on peut faire plusieurs hypothèses. Premièrement, on peut imaginer que le fait de fumer, c'est lié à l'éducation parce que c'est lié à l'information. C'est-à-dire que les personnes les plus diplômées, c'est peut-être aussi celles qui sont le plus informées sur les dangers du tabac, et donc du coup, qui réduisent le plus leur consommation, là où celles qui sont peu diplômées sont moins informées. Deuxièmement, on pourrait se dire aussi que peut-être que le fait de fumer, c'est lié aussi au stress, c'est-à-dire que les personnes qui ont une vie plus stressante, plus angoissante, ont tendance à plus fumer.
puisque c'est une substance qui est addictive. Et donc là, ça pourrait expliquer que les sans diplôme, qui sont en général aussi plus souvent dans des métiers précaires ou au chômage, fument plus souvent. Et ensuite, on pourrait aussi faire une hypothèse que le fait de fumer, c'est quelque chose qui dépend aussi du milieu social. C'est-à-dire que si on a grandi dans un milieu où tout le monde fumait, qu'on fumait nous-mêmes passivement, peut-être qu'on a été habitué à cette pratique-là depuis qu'on est petit et que ça fait partie des habitudes de notre milieu social et que du coup, là, serait plus fréquent dans les milieux peu diplômés que dans les milieux où on fait beaucoup d'études supérieures. Voilà. Donc on a fini pour cette partie-là, pour ce grand B, distinguer corrélation et causalité. Donc maintenant on passe à notre dernière sous-partie pour laquelle vous avez les documents. Donc je vous invite à vous saisir un des documents que je vous ai distribués, la double feuille là. On va passer au grand C, construire des modèles pour mettre en évidence des relations causales. Et pour étudier ça, on va étudier directement le document 9. Donc je vous l'affiche ici, on va le lire ensemble et puis après on va répondre aux questions. Donc c'est parti, document 9. Document 9, les modèles scientifiques. Des modèles simples tels qu'en construisent les chercheurs sont absolument essentiels pour comprendre le fonctionnement de la société. Leur simplicité et leur ignorance de certains aspects du monde réel sont précisément ce qui les rend précieux. Ce sont des qualités et non des défauts. Un modèle est utile en ce qu'il saisit une facette, c'est-à-dire une partie, de la réalité. Mais que sont les modèles ? Le meilleur moyen de les comprendre consiste à se les représenter comme des simplifications destinées à mettre en évidence la manière dont fonctionnent certains mécanismes en les isolant d'autres effets prêtant à confusion. Le modèle se concentre sur les causes particulières et cherche à mettre en évidence comment elles produisent leurs effets à travers le système, c'est-à-dire leurs conséquences. Un chercheur construit un monde artificiel en révélant certains types de connexions, c'est-à-dire certains types de liens, des connexions qu'il pourrait être difficile de discerner, de voir, si l'on observait le monde réel dans toute sa complexité. Les modèles de sciences économiques ne sont pas différents des modèles qu'utilisent les médecins. Un modèle en plastique du système respiratoire, comme on peut en trouver dans le cabinet d'un médecin, se focalise sur les détails des poumons en ignorant le reste du corps humain. D'accord. Alors, déjà, on vous demande comme question pourquoi on peut dire dans ce texte que les chercheurs construisent un monde artificiel quand ils construisent un modèle. Alors, l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette notion de modèle, le modèle, c'est ce qu'utilisent les scientifiques pour essayer d'expliquer, de décrire et de prouver des liens de causalité dans le monde réel. Le problème, c'est que le monde réel, c'est compliqué. Il y a plein de choses qui rentrent en interaction. Et là, je vous parle des sciences sociales, comme ça peut être des autres sciences. En physique aussi, on fait des modèles. Et en fait, on construit un monde artificiel parce que le but, c'est d'essayer de simplifier la réalité. Donc l'idée, c'est qu'on va construire des graphiques, on va construire des modèles. On met dans ce modèle les données et on essaye de faire en sorte qu'ils nous prédisent des choses. Typiquement, le but d'un modèle, c'est d'essayer de prédire ce qui va arriver, de prédire le futur. Typiquement, au moment de la pandémie, on a eu plein de modèles qui étaient chargés de nous prédire comment allait évoluer le nombre de personnes contaminées en France. Et vous voyez que les modèles, ils différencient en fonction des hypothèses qu'on faisait. On avait des modèles avec prédiction si on suit bien les gestes barrières, prédiction si on se fait bien vacciner, prédiction si personne ne se fait vacciner, prédiction si on enlève les masques, et on voyait que en fonction des hypothèses qu'on faisait, le modèle allait nous prédire différents niveaux de contamination. C'est ça, et on imagine bien que dans ce modèle, on n'a pas pu tout prévoir. On n'a pas pu prévoir que, mais tel jour, il y allait avoir un concert qui allait faire plus tant de contamination, puis tel jour, etc. Non, on prévoit en général, d'après ce qu'on a vu des comportements des gens et du taux de contamination dans telle et telle situation, on essaye de réutiliser ces données-là pour se dire, s'il se passe ça, du coup, il devrait aussi se passer ça. Par définition, un modèle, c'est donc une simplification de la réalité. C'est un monde artificiel parce que c'est pas le vrai monde, on simplifie. Des exemples de modèles qu'on utilise dans la vie de tous les jours, c'est bien sûr les cartes du monde. Une carte du monde, c'est une simplification, puisque on essaie de représenter à plat quelque chose qui est sphérique, donc de toute façon on ne peut pas représenter la Terre sans la déformer. Par exemple, vous avez l'habitude d'observer la projection Mercator, que je vous mets là en affichage, qui est la représentation la plus commune, et pourtant elle est très très fausse. Le Groenland, par exemple, est beaucoup moins grand en réalité que ce qu'on le voit sur cette carte. En réalité, en fait, le Groenland, c'est gros comme 2 fois la France. La France, elle y rentre 2 fois, alors que vous voyez que sur la carte, on a l'impression qu'elle y rentre
18 ou 20 fois. Si on le représentait à différents endroits du globe, à l'équateur par exemple, le Groenland serait en fait beaucoup plus petit. Il y a d'autres modèles qui existent pour représenter le globe. La projection semi-cylindrique de Good, par exemple, est une meilleure projection parce qu'elle déforme moins. Ça reste quand même une simplification, d'accord ? Donc, l'idée que vous devez retenir, c'est la définition qui est principale et qui est vraiment à noter, c'est que un modèle, c'est une représentation simplifiée et problématisée de la réalité qui repose sur des hypothèses et dont l'objectif, c'est d'expliquer une partie de cette réalité. Voilà. C'est vraiment ça l'idée principale qu'il faut retenir de cette question-là. Deuxième question, on vous demande en quoi la représentation du système respiratoire constitue-t-elle un modèle ? L'idée principale, c'est qu'un modèle, c'est deux choses. C'est une représentation simplifiée de la réalité et ça sert à comprendre des trucs. Clairement, en fait, la représentation d'un modèle respiratoire, ça rentre dans cette définition-là. C'est une simplification de la réalité parce que quand on représente le modèle respiratoire, on ne représente pas tout le corps humain, on ne représente pas les ligaments, le moindre petit os, etc. On va représenter juste les poumons, le cœur, le sang, les interactions. Donc c'est bien une simplification, mais c'est une simplification qui est problématisée parce qu'elle permet de répondre à une question. La question c'est comment fonctionne le système respiratoire. Et ça nous permet de voir, il y a telle veine qui arrive ici, qui permet de remplir le sang d'oxygène grâce aux alvéoles pulmonaires, puis après ça repasse par le cœur qui va l'envoyer à tous les muscles, etc., etc. Donc, on voit que ça permet bien de répondre à une question. Troisième question, on vous demande quelle est la nature des liens, c'est-à-dire qui forment les modèles. En gros, on vous dit que dans le texte que les modèles servent à révéler certains types de connexions, certains types de liens. Justement, en fait, le but d'un modèle, c'est de réussir à prouver quelque chose. En gros, c'est de mettre en évidence les liens de causalité. Un modèle, ça sert à prouver qu'il y a une relation causale entre différents éléments, justement en ignorant les éléments qui viennent parasiter l'analyse, en ne regardant en compte que ce qui interagit, et de montrer comment, en faisant varier certains éléments, ça fait varier d'autres, donc c'est bien une causalité entre ces différents éléments. Voilà. Alors à la suite de ça, un petit exercice d'application, on passe à la représentation simplifiée du circuit économique. Alors l'idée... on va le faire ensemble, mais encore une fois, et suivez bien en même temps que moi pour le remplir sur votre feuille. Donc on a une représentation où on voit ici les ménages, on se rappelle, les ménages, c'est les personnes qui vivent sous le même toit, qui se font payer un salaire, donc il y a une branche salaire qui court vers eux. Et on vous demande de placer les termes entreprise, biens et services, consommation et travail. En fait, on voit que ce circuit économique, là, il est en train de nous représenter des flux entre différents éléments de l'économie. Alors déjà, on peut se mettre d'accord sur les deux grands agents économiques, ce qu'on appelle les agents économiques, c'est les personnes qui interagissent dans l'économie. Donc si on a les ménages de ce côté-là, on va avoir les entreprises de ce côté-là. Et effectivement, on voit que ça tombe bien juste, puisque c'est bien les entreprises qui payent leur salaire aux ménages. D'accord ? On peut essayer de voir ce qui va dans la flèche de l'autre côté. En fait, contre quoi les entreprises payent un salaire aux ménages ? C'est contre du travail. Donc, les ménages travaillent contre un salaire. Ok. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir ? On voit que les ménages travaillent pour les entreprises, ils reçoivent un salaire en contrepartie. Et de l'autre côté, en fait, les ménages, ils vont quand même faire leurs courses dans une entreprise. Alors attention, là, je parle des ménages au pluriel, donc c'est tous les ménages de France par exemple, et je parle des entreprises au pluriel, c'est toutes les entreprises de France, c'est pas juste un ménage, une entreprise. Donc là, forcément, le ménage, il va travailler pour une entreprise, et puis il va faire ses courses dans une entreprise. Je suis d'accord que c'est pas les mêmes entreprises, c'est deux entreprises différentes, mais elles sont mises dans la même case, la case entreprise, dans notre schéma ici. Donc les ménages, ils vont faire leurs courses auprès d'entreprises, donc ils vont acheter des biens et des services, consommation, donc ils vont consommer. On peut mettre la flèche de consommation. Donc en gros, consommation, ça veut dire dépenser son revenu depuis les ménages vers les entreprises. Et de l'autre côté, on peut avoir la flèche biens et services depuis les entreprises contre les ménages. C'est-à-dire que contre l'argent des ménages, les entreprises, ils vont donner des biens et services, donc des ordinateurs, des pommes, des voyages en train, etc. etc. On voit qu'en fait là, ce circuit économique, il nous représente un circuit complet, c'est-à-dire qu'en fait le salaire qui est payé par les entreprises au ménage, il sert au ménage à consommer derrière des biens et services, ce qui permet à l'entreprise de faire du revenu. Avec ce revenu-là, elle va pouvoir payer les ménages, et en fait, ça forme un circuit où l'argent circule entre les entreprises, les ménages, les entreprises, les ménages. Donc c'est
il n'y a pas de problème. Deuxième question, en quoi cette représentation est un modèle? Bah, j'espère que vous imaginez bien. Alors, on a dit, pour que ce soit un modèle, il faut deux choses, que ça permette de montrer des choses, de comprendre comment fonctionne un phénomène, et deuxièmement, que ce soit simplifié. Alors, ça permet bien de comprendre comment fonctionne le circuit économique. On voit que il y a vraiment un va-et-vient qui se fait entre les ménages qui dépensent leur argent auprès des entreprises, qui dépensent leur argent auprès des ménages, qui dépensent leur argent auprès des entreprises. Donc ça permet de faire comprendre comment l'argent circule au sein de l'économie. Donc ça, c'est utile, il n'y a pas de problème. Et deuxième partie, on a dit qu'un ménage était aussi une simplification, et j'espère que vous voyez bien que là, c'est bien une simplification. En quoi c'est une simplification? Il manque des trucs. Typiquement, si je voulais mettre l'économie complète, il faudrait que je rajoute plusieurs acteurs. Par exemple, un acteur qui est complètement absent de mon schéma, c'est l'État. En fait, les ménages ne dépensent pas complètement leurs revenus auprès des entreprises parce qu'ils payent aussi des impôts. Donc il faudrait que j'ajoute l'État qui récupère une partie du revenu des ménages. Même chose, les entreprises ne payent pas entièrement leur profit dans le salaire des ménages, puisqu'ils payent aussi des impôts à l'État. Même chose, une fois que le ménage, après qu'il a payé ses impôts, en fait, il ne dépense pas 100% de son revenu. Il y a une partie qui va épargner. Et cette épargne, il la met où? Dans des banques. Donc il faudrait que je mette les banques aussi qui récupèrent l'épargne des ménages. Même chose, là j'ai mis que les entreprises, elles payaient les ménages, mais en fait les entreprises, elles peuvent aussi acheter des biens et services à d'autres entreprises. Donc je devrais faire aussi une flèche qui va des entreprises vers les entreprises. Donc vous voyez, je pourrais rajouter beaucoup de niveaux de complexité, mais il n'empêche que cette représentation, même si on oublie évidemment pas mal d'éléments, elle permet quand même de comprendre en partie comment circule l'argent. Question 3, à partir de ce modèle, du coup, qu'est-ce qu'on peut prédire si les entreprises augmentent les salaires des ménages? Et c'est à ça que ça sert un modèle, ça sert à faire des prédictions. Mais on voit que si les entreprises augmentent les salaires des ménages ont plus d'argent, du coup elles vont pouvoir en dépenser plus, donc c'est-à-dire que les dépenses de consommation vont augmenter, et donc si les dépenses de consommation augmentent, les entreprises elles vont vendre plus de biens et services. Donc on peut comprendre grâce à ce schéma-là que si les entreprises payent plus de salaires, alors elles vont vendre plus de biens et services. Évidemment, il faut que ce soit toutes les entreprises collectivement. Si c'est juste une entreprise toute seule qui augmente les salaires, c'est possible qu'il y ait une autre entreprise qui, elle, vende plus, mais que ce ne soit pas la même. Il faudrait que toutes les entreprises collectivement jouent le jeu et augmentent toutes leurs salaires, et puis toutes collectivement, elles vendraient plus de biens et services. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, si elles ne peuvent pas complètement s'ajuster, il est possible aussi qu'on ait un phénomène d'augmentation des prix, qu'on appelle l'inflation. On ne va pas rentrer dans le détail ici, puisque l'idée c'est juste de montrer en quoi un modèle et une représentation d'un modèle économique, donc le circuit économique ici, peut être utile en économie. Voilà, on en profite aussi pour faire le petit schéma bilan. Alors, le schéma bilan qui résume un petit peu tout le cours depuis le début de l'année. Comprendre le but des sciences économiques et sociales, du coup, c'est de comprendre la réalité économique et sociale. Il y a 3 disciplines. La science économique, qui étudie, c'est la science des choix, de consommation, de production et d'allocation des ressources rares. Il y a également la sociologie, qui est l'étude des relations sociales et du comportement. Et enfin, il y a la science politique, qui est l'étude du pouvoir et de l'État. Pour faire ça, pour comprendre la réalité économique et sociale, on s'appuie sur des méthodes qui sont spécifiques. Donc déjà, ces méthodes, elles reposent sur des données, donc il faut recueillir des données. Alors pour rappel, recueillir des données, c'est via observation, entretien et questionnaire qui permettent de faire des sondages, donc données quantitatives et qualitatives. Deuxièmement, elles doivent mettre en évidence des corrélations et des causalités. Et pour faire ça, dernièrement, elles doivent construire des modèles scientifiques qui permettent de, justement, insister sur la causalité. Voilà, on a terminé pour cette partie-là, c'est-à-dire qu'en fait, on a terminé tous les documents du cours. Maintenant, ce qui vous reste seulement à remplir, c'est la synthèse que vous avez dans le document que je vous ai distribué. Je vous le renverrai de toute façon en PDF pour si éventuellement il y avait des absents et qu'il y a des soucis là-dessus. Ce qui se passe maintenant, c'est que cette synthèse, vous pouvez la faire au crayon sur votre papier, il n'y a pas de problème, mais vous allez surtout devoir la faire en ligne sur un site internet que j'ai mis à disposition pour que vous puissiez, pour que je puisse vérifier que le travail a bien été fait. Donc sur votre document, vous avez les mots qu'il faut remplir à l'intérieur. Je vous laisse le faire tranquillement chez vous. Et à la suite de ça, vous allez devoir aller sur le site de la cuisinière et je vais vous montrer très simplement comment remplir ça.
Alors, je vais vous expliquer maintenant comment faire l'exercice en ligne. Vous avez différents liens pour aller sur lesquels vous devez cliquer pour aller sur l'exercice. Donc là, vous voyez un lien pour la seconde 1, un lien pour la seconde 2, un lien pour la seconde 5. Évidemment, vous cliquez sur le lien correspondant à votre classe. Ces liens, vous les retrouvez à la fois dans le mail que je vous ai envoyé, mais aussi dans la description de la vidéo directement. Donc vous cliquez sur le lien de la classe qui vous correspond et ensuite ça va vous envoyer sur le site de la cuisinière. Donc vous voyez, on y est, synthèse la méthode en sciences sociales et là vous avez la synthèse à trous. Alors vous répondez directement sur la synthèse en remplissant les trous. Donc par exemple, pour répondre aux questions qu'ils se posent, les chercheurs en sciences sociales doivent effectuer des, je mets n'importe quoi, recherches. C'est pas la bonne réponse, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Les mots de vocabulaire, je vous rappelle, vous les avez sur la synthèse que je vous ai donnée en format papier, hein, donc sur les documents, et que le document que je vous ai aussi envoyé en format PDF sur l'ENT. Donc ensuite, vous remplissez les différentes cases en fonction des réponses que vous avez. Et faites bien attention de ne pas faire de faute d'orthographe, puisque après c'est le logiciel qui va corriger, donc faites attention à bien écrire. Vous avez les mots de vocabulaire sur la feuille, à bien écrire sans faute. Une fois que ça c'est fait, vous devez renseigner ici en haut à droite votre pseudo. Donc le pseudo c'est votre nom de famille. Donc d'abord vous m'écrivez en majuscule votre nom de famille, donc moi vous voyez Ottaviano. Ensuite éventuellement l'initiale de votre prénom ou votre prénom complet. Mais faites bien attention, il faut que ça commence par votre nom de famille. J'insiste, c'est vraiment important, le nom de famille. Pas le prénom, pas la classe ou quoi que ce soit. Puisque il faut que... il faut qu'après moi je puisse le classer par ordre alphabétique et puis que je puisse voir rapidement qui a fait ou qui n'a pas fait son travail, puisque si le travail n'est pas fait, je mettrai un 0. Donc j'insiste vraiment là-dessus. D'abord le nom de famille pour que moi après je puisse facilement le remplir, enfin le vérifier, et ensuite vous cliquez sur envoyer. Donc une fois que la copie m'a été envoyée, effectivement vous ne pouvez plus la modifier, hein, donc il faut être sûr de vous. Et là vous cliquez sur OK, et vous voyez que voilà, ça va vous dire votre copie a bien été envoyée, et venez noter votre code de copie. Donc là, vous voyez A5D pour cette copie-là, vous le gardez, puisque cette copie, donc vous voyez au moins, bon, sur mon écran professeur, ça me dit vous avez reçu une nouvelle copie, ça veut dire qu'une copie m'a été envoyée. Bon, celle-là, évidemment, je ne la corrigerai pas. Vous, par contre, vous gardez bien votre code copie, parce que après le 30, donc début novembre, hein, quand toutes les copies m'auront été rendues, je vous enverrai la correction, ce qui vous permettra, et ce code-là vous permettra d'accéder à la correction. Voilà, donc on n'oublie pas, on a jusqu'au 30 octobre pour remplir cette synthèse en ligne, on ne fait pas de faute d'orthographe et on commence bien par son nom de famille avant de cliquer sur envoyer la copie. Après moi je la reçois et vous gardez bien votre code copie pour pouvoir aller consulter la correction. Donc je réinsiste très fortement sur le fait que vous me commencez bien par votre nom de famille. D'accord ? Normalement il n'y a pas de problème, vous devriez être capable de faire la différence entre nom de famille et prénom. Vous écrivez d'abord le nom de famille, après le prénom ou l'initiale du prénom. C'est important pour que moi je puisse avoir un classement alphabétique, parce que si vous commencez par me rentrer le prénom ou la classe ou le groupe ou j'en sais rien, après je me retrouve avec n'importe quoi et bon, moi j'ai pas que ça à faire que d'essayer de retrouver, reclasser les gens où ils sont. Si je veux, il faut que je puisse vérifier très rapidement ceux qui ont bien rempli et ceux qui n'ont pas rempli pour que je puisse vous harceler si vous ne l'avez pas rempli. Je vous rappelle que si vous ne le remplissez pas, je mets un 0, hein, parce que c'est un travail non fait. Et à la suite de ça, vous avez, je vous rappelle bien, jusqu'au 30 octobre. Et à la suite de ça, je vous enverrai la correction. Voilà, donc c'est maintenant complètement terminé pour ce chapitre. N'oubliez pas de bien remplir la synthèse sur le site. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a un contrôle sur tout le chapitre pour le lundi de la rentrée. Donc révisez bien et surtout n'hésitez pas à me contacter sur l'ENT si jamais il y a des choses qui ne sont pas comprises ou s'il vous manque des éléments du cours. Voilà, n'attendez pas le dernier moment, contactez-moi le plus vite possible. Et en attendant, je vous souhaite en tout cas de très bonnes vacances scolaires et à la rentrée.